This meeting is being recorded. Alors Yann, il est toujours là? Yann, il y a, il y a Jean Isidore. Oui, allô, je suis là, je t'entends. Ah ok, il y a Jean Isidore en Beaumont qui dit qu'il ne retrouve pas son lien. Donc je ne sais pas si on peut lui envoyer un lien. D'accord, je lui renvoie ça par mail immédiatement. Ok, merci. Allô? Allô, oui, on te Est-ce que vous reçoit m'entendez? bien. Oui. Ok, parfait.
OK. Alors, bonjour à tous. On va maintenant démarrer la conférence. Merci déjà pour votre présence. C'est un plaisir pour nous que de vous accueillir virtuellement pour cette première édition de Wedencam Conférence. Alors, c'est quoi Wedencam Conference? C'est un concept qui a été élaboré par Dencam Institute et qui se veut un cadre d'échange et de réflexion entre des acteurs du monde politique et de la société civile. L'objectif étant d'aborder des thématiques d'actualité en lien avec des questions de politique publique relatives à la Côte d'Ivoire. Pour cette première édition, donc, le thème choisi, c'est la Côte d'Ivoire face aux défis liés à son émergence, avec 6 panels prévus, à savoir en 1, émergence ivoirienne, quelle échéance, donc le panel qui aura lieu tout à l'heure. Ensuite, infrastructure, énergie et développement durable entre vision et action. Ensuite, bilan et perspective du système éducatif ivoirien. Bonne gouvernance, où en est la Côte d'Ivoire? Politique du genre en Côte d'Ivoire, quel état des lieux? État des lieux du système de santé ivoirien. Et donc, la conférence se tiendra aujourd'hui, vendredi 14, et demain, samedi 15 octobre. Petit rappel sur ce qu'est Dencam Institute. Donc, Dencam Institute, c'est un think tank généraliste, apolitique et indépendant qui traite de questions de politique publique sur des thématiques variées, allant de l'économie à la santé, en passant par l'éducation ou les infrastructures, et dont les principaux objectifs sont de produire des rapports, notes et analyses à destination des pouvoirs publics et des sphères politico-économiques de Côte d'Ivoire, mais aussi de jouer ce rôle d'éducation et de sensibilisation des citoyens ivoiriens à ces sujets. Pour ce faire, on a constitué une équipe constituée initialement d'une vingtaine de personnes, mais qui est aujourd'hui composée d'une cinquantaine parce que l'association grandit vite et cette équipe est chapeautée par un comité directeur que je préside. Une caractéristique de notre association, c'est la jeunesse de ses membres, parce qu'en effet, on estime qu'il est temps pour des personnes jeunes, mais au parcours appréciable, de prendre la parole et de s'exprimer sur ces sujets qui nous concernent en premier lieu, étant donné la démographie de notre pays. Nos intervenants, en tout cas dans le cadre de l'association, ont des parcours assez élogieux, puisqu'ils ont fait des écoles prestigieuses, que ce soit en Côte d'Ivoire, comme l'INPHB, l'ENCA, etc., ou en Europe, comme HEC Paris, l'ESSEC, l'EDEC, ou même aux États-Unis, comme Stanford et Chicago Booth. Et parmi nos membres, on a des médecins, avocats, ingénieurs, pharmaciens, biologistes moléculaires, économistes, etc., pour justement couvrir la large palette de sujets que nous ambitionnons traiter. Pour en revenir au sujet du jour, donc, le premier panel sera, comme vous l'avez donc deviné, un sujet d'économie. Il sera intitulé Émergence ivoirienne, quelle échéance? Avec comme modérateur Draman Meïté. Draman Meïté, c'est un pur produit de l'école publique ivoirienne hein, qui est passé par les classes préparatoires de l'INPHB et ensuite passé par l'ENCA. Il a obtenu un diplôme d'ingénieur statisticien économiste. Il a obtenu un MBA et un MSc en environnement et ressources à la Stanford University. Présentement, il est en poste chez HDEX, qui est une start-up spécialisée dans les fonds de crypto-monnaie. Il dispose d'une dizaine d'années d'expérience professionnelle dans les marchés financiers, la gestion de fonds et la fintech, avec des expériences notamment à la Standard Chartered Bank, IFC, donc Groupe Banque Mondiale, et chez PIMCO, qui est le géant américain de la gestion d'actifs. Et puis, comme intervenant, on aura M. Sultan Touré, qui est ingénieur statisticien et économiste, diplômé de l'ENCA et d'un MPA du Centre d'économie de développement de l'Université de Williams aux États-Unis. Après avoir occupé plusieurs postes clés dans l'administration ivoirienne, il est présentement le directeur de la programmation des investissements publics de l'État de Côte d'Ivoire, fonction dans laquelle il conduit entre autres le volet gestion des investissements publics dans le cadre de la réforme et la modernisation des finances publiques. Et à ce titre, il est directement impliqué dans l'élaboration des plans nationaux de développement. Voilà. Donc, ces centres d'intérêt portent sur la mobilisation de financements innovants et notamment à travers les partenariats publics-privés et le déploiement des outils numériques pour l'optimisation des procédures et processus administratifs. Après M. Sultan Touré, place à Gilles Ngata, qui lui aussi a suivi avec succès les classes préparatoires MP étoile de l'INP.
Avant d'intégrer les NCA, où il a suivi une formation en modélisation économique et statistique, donc ISE lui aussi. Il a fait un bref passage au ministère en charge de l'économie et des finances. Ensuite, il a rejoint le département consulting de Deloitte, puis le département dédié à l'aide au développement de KPMG. Il est présentement consultant chez Dalberg, spécialisé en réforme et stratégie, et il intervient dans la coordination de projets structurants de politique publique. On a M. Jean-Isidore Angbonou, qui est diplômé de l'INPHB, titulaire du Master in Management dans le programme Grande École de l'EM Lyon et du MBA de la Chicago Booth School of Business, donc aux États-Unis. Riche expérience d'une vingtaine d'années à l'international. Il est passé par le département consulting de Deloitte, où il a atteint le grade d'Engagement Manager avant d'intégrer la Société Générale, où il occupe le poste aujourd'hui de Chief of Staff du Deputy Head of International Retail Banking pour l'Afrique. On a M. Djibril Doumbia, enfin, qui est Private Equity Principal chez Comoé Capital depuis 2020, qui est diplômé de l'EM Lyon et de l'INPHB, où il a obtenu un diplôme d'ingénieur agronome, option agroéconomie. Il cumule plus de 8 années d'expérience dans l'investissement. Il a été gérant d'un organisme de placement collectif en valeur mobilière et a cofondé plusieurs sociétés, dont FX Lab, qui est un laboratoire technologique dédié à la création et à l'accompagnement des PME. Donc, comme vous pouvez le constater, on a un panel qui est composé de personnes au parcours éloquent, auquel je vais laisser la parole tout à l'heure. Donc, je ne prendrai pas plus de temps. Merci encore à tous pour votre présence et puis bonne conférence. Je passe maintenant la parole à Draman Meïté, qui est notre modérateur pour ce premier panel. OK, non, merci beaucoup Emmanuel et félicitations à toi et à toute l'équipe de Denkem pour la vision et mais surtout l'action et tout le travail pour mettre en place la première édition de Denkem Conference. Et c'est un grand honneur pour moi de faciliter cette conversation avec les experts dont tu viens de parler, si éloquemment. Et le thème, il est d'intérêt. Le panel du jour, c'est l'émergence ivoirienne, quelle échéance, comme tu l'as rappelé. Et pour faire une petite introduction, hein, je pense probablement pour la plupart des Ivoiriens, l'émergence, c'est le mot qui a déchaîné le plus de passion dans le paysage politico-économique sur les 10 dernières années. On aurait même pu dire c'est le mot de la décennie en Côte d'Ivoire, pour sûr, ou l'un des mots. Et l'ambition, elle était simple, c'était d'abord une ambition politique de faire de la Côte d'Ivoire, on va dire un fauve africain sur le modèle des tigres asiatiques, c'est tout ce qu'on admire. Et c'était de faire passer le pays de l'étape d'un pays sous-développé ou en développement à celui d'une économie émergente. Après, c'est assez clair, c'est quoi une économie émergente? Une économie émergente, c'est une économie qui est au milieu de tableau entre les pays du tiers-monde ou les pays sous-développés que nous sommes et que nous avons toujours été depuis l'indépendance, et les pays occidentaux développés qu'on sait très bien. Donc, c'est ce milieu de tableau où le gouvernement a avec l'ambition de faire passer l'économie de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce sont des pays qui ne sont pas 100% industrialisés, mais qui sont sur la voie de l'industrialisation et qui donc poursuivent toutes les caractéristiques de transformation de leur économie qui vont les rendre synonymes aux pays développés qu'on connaît. Donc, c'est un processus, l'émergence, c'est un processus. Et du coup, dans le panier des pays émergents, vous trouverez des pays comme l'Afrique du Sud ou la Thaïlande, qui ont un PIB par habitant de 6 000 ou 7 000 $, mais aussi des pays comme la Russie ou la Chine qui ont 2 fois plus, ou encore des pays comme la République tchèque qui sont à presque 30 000 $ de PIB par habitant. Donc, c'est vraiment un ensemble assez hétéroclite de pays émergents, mais en regardant l'un ou l'autre bout, on sait qu'il y a de la matière et c'est une ambition légitime pour un pays comme la Côte d'Ivoire d'aspirer à faire partie de ce lot de pays intermédiaires. Donc, c'est d'abord une idée, c'était du politique, qui après s'est décliné en plan d'action stratégique pour l'émergence en Côte d'Ivoire, notamment. Ça, c'était en 2014 et qui après a inspiré tous les plans nationaux de développement qu'on sait, qui ont permis, ma foi, de boucler un peu et d'apporter des bases beaucoup plus analytiques quant au choix des secteurs à prioriser et de façon plus importante, des actions qui auraient les impacts les plus significatifs en termes de croissance économique et de développement. Donc, c'est une lapalissade. Or, le pays connaît un certain bon point. Il y a beaucoup de choses qui sont bien passées, grands travaux d'infrastructure, électrification et tout ça. Et sur le coup, il y a une certaine amélioration du PIB par habitant et de la qualité de vie
générale des populations. Mais les défis restent nombreux et le chemin de l'émergence est très long parce qu'il y a notamment beaucoup d'arbitrage car tous les travaux d'infrastructure ne bénéficient pas forcément à la majorité des Ivoiriens. À tout le moins, c'est leur ressenti. Donc, il y a les arbitrages sur la croissance contre le développement et surtout le développement humain, le coût de l'endettement, comment construire une économie solidaire, qu'est-ce qu'on fait du chômage des jeunes et aussi une question qui est très importante, c'est celle de la place du secteur privé dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et de façon générale, hein, c'est beaucoup d'appelés, peu de lus, beaucoup de pays africains et non ont cette aspiration de l'émergence qui est légitime, mais il y a très peu de pays qui sont arrivés à le réaliser, d'où l'intérêt du panel du jour qui nous permettra d'aborder sans faux fuyant et avec le panel de qualité qu'on a aujourd'hui, avec les gens d'expérience, mais aussi qui ont le recul et qui ont la puissance intellectuelle de discuter, d'apporter, de se challenger, d'apporter des solutions ou à tout le moins des perspectives intéressantes sur la question du développement de la Côte d'Ivoire et de l'émergence de l'économie. Donc, ces décisions nous permettent de passer un peu en revue tout ce qui s'est passé sur les 10 dernières années avec les différents plans que le gouvernement a pu mettre en œuvre et après aussi de discuter autour des programmes à venir, notamment sur la base du nouveau plan national de développement. Mais après aussi, ce sera l'occasion pour les uns et les autres d'aborder les questions de ce qui manque in fine, en fait. Est-ce que le gouvernement fait les bons choix? Est-ce qu'on se focalise sur les bonnes choses et surtout comment on passe de cette obstination qui est justifiée sur la croissance à peut-être quelque chose qui est beaucoup mieux distribué, à quelque chose qu'on pourra plutôt appeler le développement que les uns et les autres pourront ressentir dans leur vécu de tous les jours. Donc, sans autre forme de procès, on va commencer. Et la première question que j'ai envie d'aborder, hein, c'est de faire peut-être le diagnostic, une sorte d'état des lieux, d'où on en est. À la base, l'émergence, elle était promise pour 2020. Et on est en 2022 et on est tous d'accord qu'on n'est pas encore un pays émergent. Et la question qui vient, c'est peut-être de se demander, mais pourquoi on n'a pas pu le faire en 2020 et pourquoi on a besoin d'une nouvelle échéance d'une certaine manière. Donc, moi, je pense que la première question à aborder, ce serait peut-être de rappeler un peu qu'est-ce qu'on a fait depuis 2011, depuis 2012 sur le chemin de l'émergence et où on en est aujourd'hui. Et je me dis, Sultan est peut-être, vu son parcours et vu ses centres d'intérêt et son occupation actuelle, probablement la bonne personne pour embrayer sur ce point. Donc, Sultan, si on peut faire le diagnostic et l'état des lieux de l'émergence en Côte d'Ivoire à date sur la base de tout ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Alors, allô? Allô, on t'entend. Allô? OK, d'accord, allez. Merci. Tout d'abord, je voudrais exprimer tous mes remerciements à l'équipe de Demken et toute l'organisation pour m'avoir invité à participer à ce panel-là, duquel j'espère partager un minimum de connaissances, d'expériences que j'ai pu avoir dans le cadre de mes fonctions qui ont été présentées. Et puis surtout, l'élément le plus important, à mon sens, c'est de la perspective un peu des acteurs, un peu détachés avec le recul que vous avez un peu plus du monde privé, apporter un regard, je dirais, critique et puis différent sur ce que propose le gouvernement. Alors, donc, sans plus tarder, pour aller directement au sujet, l'émergence de la Côte d'Ivoire, quel bilan? Donc, effectivement, ça a été, c'est une grosse question. Ça a été, je n'ai pas envie d'utiliser le terme, peut-être c'est celui-là, un slogan. Sinon, la formulation du vœu des autorités politiques de porter la Côte d'Ivoire au niveau du Conseil des Nations à ce statut-là de pays émergent. Donc déjà, l'émergence, faut essayer de comprendre ce que c'est. J'essaie de partager. OK. Peut-être petite question technique. Serait-il possible de faire un partage d'écran où je dois envoyer, j'ai un petit fichier à présenter, où je devrais l'envoyer à l'équipe technique? Bonjour, tu as la possibilité de partager l'écran également. OK, c'est bon, je viens de le voir. D'accord. Ouais.
Donc, pour soutenir un peu mes propos, juste quelques slides rapidement quand on aura l'occasion de balayer. Donc là, je pense que l'auditoire qui est en place connaît suffisamment le pays. Hein. On ne va pas juste quelques éléments à préciser. Je pense que quand on regarde un peu vers le bas, on remarque un peu le potentiel naturel de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a l'élément important à mettre en avant. Beaucoup de ressources naturelles dans l'agriculture, au niveau des ressources minières et minéralières. Donc, le choix de développement du pays, naturellement, s'est porté sur l'exploitation de ces ressources-là, leur valorisation et comment tirer le plus grand nombre de gains possibles de leur exploitation. Alors, la notion d'émergence, je crois que le modérateur Meïté l'a dit, hein, c'est comment se positionner entre les pays qui sont à un revenu on va dire, modeste et des pays qui sont développés et surtout entretenir une dynamique de ce développement-là. Donc, dans les caractérisations de l'émergence, en gros, on retenait donc la dynamique marquée par une croissance forte et soutenue sur une période considérable, la transformation structurelle, qui est un élément fondamental. Donc, dans la transformation structurelle, deux aspects clés ressortent. Le premier, c'est un peu le changement de façon littérale de la structure de l'économie. Donc, dans la structure de l'économie, c'est le passage progressif de la valeur ajoutée du secteur primaire vers le secteur secondaire. Celui-là même qui a la capacité de créer beaucoup plus de valeur ajoutée et surtout de générer beaucoup plus d'emplois décents et progressivement aller vers le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services les plus innovants. Et ce changement de structure de l'économie-là s'appuie sur un autre changement qui est un changement de productivité et d'innovation. Dans le changement de productivité, c'est une amélioration globale de tous les facteurs de production. C'est un renforcement de la productivité au niveau déjà du secteur primaire, puisque quand bien même nous sommes une puissance agricole où on a un sous-sol riche, encore la productivité même agricole est largement plus faible que beaucoup de régions du monde, notamment l'Amérique du Sud et l'Asie. Donc, il y a matière encore de créer un renforcement de ces éléments-là. Et ensuite, dans la notion d'émergence, c'est aussi tout ça pour avoir une meilleure qualité de vie de la population, donc qui se traduirait par une meilleure richesse par tête, certes, mais surtout une meilleure répartition de cette richesse-là. Et ce, dans un cadre, dans un environnement des affaires attractif et cohérent. Donc, voici un peu en quelques mots. Alors, il n'y a pas une école, un algorithme figé de la notion d'émergence. Et peut-être, à mon sens, le plus important dans l'émergence, c'est la dynamique qui est créée, plus qu'un état ou une situation donnée dans laquelle on est. Ce n'est pas un point, ce n'est pas une photo, c'est une dynamique, puisque l'émergence n'est qu'un état vers la route du développement. Donc, partant de cette perspective-là, où en est-on? Donc, effectivement, la Côte d'Ivoire s'était projetée sur la notion, sur l'émergence. J'aime pas indiquer de date, de délai. C'est vrai que l'horizon 2020 avait été évoqué. Et si vous avez fait un peu attention à la notion d'émergence telle que je l'ai indiqué, c'est plus une dynamique qu'un état, qu'un point où on est. Donc, sur cette base-là, qu'est-ce qui a pu être fait? Donc, naturellement, quand on revient du contexte qu'on a connu en 2011-10 et même toute la décennie qui a précédé, donc lorsque vous retournez à une situation de stabilité socio-politique telle qu'on l'a connue, il y a déjà un effet de rattrapage qui vous permet d'activer certains leviers et qui vous permet de créer de la croissance. Donc, ce qui a été noté effectivement donc dans les années 2012-2013, le défi, c'était d'assurer la soutenabilité, la durabilité de cette croissance-là. Donc, de ce point de vue, je pense que l'indicateur, il est ouvert puisque, comme vous pouvez le voir, la Côte d'Ivoire a quasiment établi 8% de taux de croissance moyen sur un peu moins d'une décennie, de 2012 à 2019, 8% de taux de croissance en moyenne.
2020, malgré Covid, la croissance est restée positive à 2%. Donc, toute chose égale par ailleurs qui confirme que le pays est resté dans ce standard et qui indique une forte résilience de l'économie, c'est-à-dire les ressources sur lesquelles cette dernière croissance-là se sont établies sont restées fortes. Et en ce qui concerne la période de projection 2021, déjà, donc pour confirmer ce regain-là, on a 7,4% de taux de croissance. Donc, de cette perspective-là, naturellement, la dynamique, elle est assurée. Et derrière cette dynamique-là, vous avez essentiellement beaucoup d'investissements, puisque naturellement, le plan il s'est appuyé sur d'importants investissements, tant publics, pour renforcer un peu donc, toute l'infrastructure compétitive de l'économie en matière routière, en matière de transport aéroportuaire, portuaire, en matière d'accès à l'énergie, qui est un élément important. Aussi au niveau social, donc en matière d'éducation, de santé, beaucoup d'infrastructures ont été réalisées. Naturellement, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, avec tout le besoin social accumulé pendant ces longues périodes de crise sans investissement, le ressenti n'est peut-être pas encore à la hauteur de ce que les populations attendent. Naturellement, le besoin est important et il est impérieux de continuer cette dynamique d'investissement-là. Donc, cet investissement public-là a été un catalyseur de l'investissement privé, naturellement, et qui est le privé qui est la véritable locomotive de croissance. Donc, cet investissement, comme j'ai dit, public-là, accompagné naturellement d'un certain nombre de mesures, tant sur les environnements des affaires que sur la gestion des finances publiques même, comme vous pouvez le percevoir. Donc, un certain nombre de mesures qui ont été prises pour améliorer ces dimensions-là, avec les notations financières de la Côte d'Ivoire et aussi le doing business, quand bien même il n'est plus utilisé dans ce thème-là, mais ont été des éléments à côté de l'investissement public qui ont créé un environnement beaucoup attractif pour l'investissement privé. Et d'importants investissements ont été réalisés dans tous les domaines, l'hôtellerie, pour ceux qui ont peut-être pratiqué la Côte d'Ivoire ou Abidjan sur la période. Je pense que le changement, il a vu d'œil en termes de construction, naturellement. Et dans beaucoup de secteurs, le BTP a été sûrement le fleuron, le secteur le plus productif, le plus dynamique, puisque tous les secteurs d'investissement, leur réalisation s'appuie sur du BTP, franchement, depuis les routes, les bâtiments, les hôtels, etc., etc. Donc, cette dynamique-là a été notée. Alors, ça, c'est peut-être du point de vue de la création des richesses, donc la croissance, le doing business, donc ce qui est économique. Après, du point de vue du social, comment ça a évolué, puisque, comme on a dit, l'émergence, c'est d'avoir des paramètres financiers, économiques ouverts, mais c'est aussi avoir un environnement social qui suit. Alors, si on se fie à un certain nombre d'indicateurs, dont le premier, qui est le taux de pauvreté, d'après les mesures des différentes enquêtes, on est passé de 51% de taux de pauvreté en 2011 par là, à un peu moins de 40% en 2020. Donc, 40%, c'est important. Pour un pays qui vise l'émergence, c'est notable. Après, ça fait 10 points de pourcentage gagnés. Ça montre la dynamique, mais comme j'ai dit, c'est la dynamique qui est plus importante que le point, que le moment. Donc, les 40%, si on regarde le point, c'est encore important. Mais la dynamique, si elle arrive à se maintenir, devrait nous emmener donc, au chiffre qu'on voit là à 20% d'ici 2030. Donc, une petite infographie qui synthétise un peu les points qui ont été indiqués. Hein. Donc, un investissement qui a été le véritable moteur de toute cette croissance-là, tant publique que privée. Après, il y a un certain nombre de défis, puisqu'on a dit il y a eu de la croissance, certes, mais l'émergence, c'est aussi une transformation de l'économie dans sa structure et dans sa productivité. De ce point de vue-là, il y a encore du chemin à parcourir. Les graphiques qu'on arrive à voir là nous indiquent un peu ces états des lieux-là dans la structure. Alors, donc, le changement qui est attendu dans la bascule entre le secteur primaire et le secteur secondaire, il est encore lent, il faut l'admettre, parce que vous avez des défis clés à ce niveau. Donc, techniquement, ce changement de structure-là reviendrait, pour être très pragmatique, à ne plus exporter du cacao, mais avoir de l'industrie chocolatière.
Donc, vous verrez sûrement dans la contribution au PIB du secteur primaire une moindre value, donc due à cette baisse-là de l'exportation du cacao, mais une plus-value au niveau du secteur secondaire qui, somme toute, est beaucoup plus importante que la moins-value au niveau du secteur primaire du cacao parce que vous aurez créé de la valeur en plus. Le chocolat a plus de valeur que le cacao, par exemple. Donc, le changement de structure, c'est ça. Exporter moins de matières premières, avoir beaucoup plus de produits finis, avoir de l'industrie et avoir plus de valeur. Donc, forcément, basculer d'un environnement dominé par le secteur primaire, un environnement industriel, nécessite d'importants fondements et ce sont des processus qui prennent du temps, qui s'appuient sur un capital humain à la hauteur, qui s'appuient sur un environnement technologique et un savoir-faire qui va de soi et aussi qui tient compte de l'environnement international en termes de débouchés, en termes d'intégration sur les marchés, puisque vous ne pouvez pas avoir la prétention de vous lancer dans une politique industrielle si vous n'avez pas la certitude d'être conforme à un certain nombre de standards de marchés internationaux sur lesquels vous vendriez. Et au-delà de ça, on a dit il y a toute la technologie en amont, puisque vous n'êtes pas un écosystème industriel à la base, donc vous devez importer tout le savoir-faire industriel et ça prend du temps en termes de développement de zones industrielles, etc., etc. Donc, en termes de productivité aussi, spécifiquement, puisqu'on a dit, à côté de la transformation de la structure, il y a l'accroissement de la productivité qui devra accroître même les productions à la base. Donc, les gains de productivité sont encore faibles, c'est-à-dire qu'un travailleur, la productivité qu'il génère est sensiblement restée basse. Ça implique de gros défis en termes de renforcement du capital humain, d'une part, et d'autre part, de gros défis en termes d'innovation et de technologie sur cette transformation-là. Donc, ce sont des points de défis importants sur ce chemin de l'émergence. Rapidement, d'autres points liés aussi à la question d'émergence. Donc là, vous verrez les investissements directs étrangers, l'aspect financier plus. Donc, en termes d'investissement direct étranger, là, on a un certain benchmark avec des pays comparants, peut-être excepté. Donc, on voit là qu'en termes d'investissement direct étranger, il y a encore de la marge. Il y a eu un certain nombre de pics, il y a un regain depuis 2000, 2010, 2012 jusqu'à maintenant, mais il y a encore de la marge par rapport aux pays auxquels on se compare. Donc, sur ce point-là, il faut noter qu'il y a une très large diversification qui est un facteur important des sources extérieures d'investissement. Avant, ils étaient très concentrés en termes de provenance de l'Europe, notamment de la France. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'investissements étrangers de l'Asie, du Moyen-Orient, de la Chine, du Japon, de l'Amérique latine, des États-Unis, naturellement de l'Europe aussi, donc qui diversifient vos portefeuilles et puis vous rend un peu moins vulnérables à d'éventuels chocs. Donc, voici des éléments en termes d'investissement direct étranger. Un autre élément aussi qui est un facteur clé, c'est le financement. Donc, le financement, on verra plus loin, il y a le financement public lui-même, il y a le financement de l'économie. Donc, sur ce point, en prenant la mesure du crédit à l'économie, on est encore bas, c'est un gros défi. Il y a beaucoup de challenges derrière ça qui sont des pistes qui pourront être creusées un peu tout à l'heure. Là. Et pour terminer sur la question de financement, comme on voit là, même les domaines de bénéficiaires des crédits à l'économie sont ciblés. Donc, vous avez un peu plus du service, alors que les crédits sont attendus sur l'industrie et la manufacture. Donc, c'est qui crée le déséquilibre et qui ne permet pas d'accélérer un peu ce chemin de transition économique. Donc, rapidement, là, c'est quelques éléments, je pense que sans revenir en détail dessus, de performance. Donc, le social reste un élément de priorité. Les dépenses dites pauvres, donc c'est un concept qui réunit toutes les dépenses sociales, ont doublé, ont plus que doublé sur la décennie. En termes d'infrastructure, on voit tout ce qui a pu être fait en termes de linéaires de routes, en termes d'infrastructures scolaires, etc. Aujourd'hui, toutes les grandes capitales régionales de la Côte d'Ivoire sont quasiment reliées
Il y a des autoroutes sur des très gros axes à fort caractère économique, notamment l'autoroute du Nord, Abidjan jusqu'à la frontière du Burkina. Il y a l'autoroute sur la côtière aussi pour allier les ponts et puis la sortie sur le Ghana, lesquelles routes s'inscrivent dans un schéma d'intégration sous-régionale pour faciliter le commerce et les corridors entre les grandes capitales de la sous-région. Pour finir sur l'état un peu des lieux, donc ce point-là nous indique encore le défi qui reste entier, qui est ce défi-là de la démographie. Donc, tout ce qui a été dit plus haut, c'est beau, c'est intéressant, mais comment cela se rapporte à la démographie? La démographie vous met une pression sociale en termes de biens et services publics à mettre à disposition, d'opportunités d'emploi. En même temps, la démographie vous donne une opportunité en termes de ressources. Donc, si elle est mal traitée, mal gérée, que le cap est raté, soit ça devient un problème ou ça devient un avantage. Donc, la démographie, on voit rapidement que la population reste largement jeune, une base encore très forte, et il faut d'importants programmes sociaux pour soutenir cette base-là. Donc, en 10 ans, 12 ans, voici un peu ce qui a été fait. Après tirer une conclusion sèche, on est émergent, on n'est pas émergent, je ne m'aventurerai pas sur ce point, mais peut-être pour être honnête, comme j'ai dit, pour moi, le plus important, c'est la dynamique plutôt que le statut à un moment donné, que la photo. Et cette dynamique-là, elle est clairement positive. Peut-être que je suis dans la posture qui m'oblige à le dire, c'est pour rigoler, mais honnêtement, la dynamique, elle est positive, mais on n'occupe pas les défis importants qui sont là, et les menaces aussi, si certains paramètres, notamment la démographie, ne sont pas bien maîtrisés. Donc, tout le challenge serait de réussir à maintenir cette dynamique-là, serait de contenir tout choc exogène comme endogène qui pourrait résulter, on en connaît justement avec Covid, avec la crise russo-ukrainienne et même des mouvements sociaux internes. Donc, le défi, ce serait ça, réussir à traverser ces moments de turbulence, garder cette dynamique-là et le changement, un changement de cette ampleur-là, pour le percevoir, 10 ans, c'est juste, 15, 20 ans, on pourra un peu plus le ressentir. Donc, ça, c'est ma lecture. Il y a une amorce, on peut peut-être pas s'étiqueter émergent, mais il y a une dynamique très importante. Dans notre contexte encore africain, sous-régional, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est pas nous qui le disons, beaucoup d'institutions, vous voyez toutes les références internationales, les notations financières indiquent qu'il y a une dynamique positive. Et les défis qui sont là, il faut pouvoir les contenir pour conserver cette dynamique-là. Donc, les défis, je pense que vous les apercevez, j'ai pu les évoquer tout au long du point qu'on a fait. L'inclusivité de la croissance, qui est un élément très, très important. On a vu une croissance forte, mais derrière, cette croissance-là étant appuyée sur des investissements, finalement rémunère les détenteurs de capitaux. Et les détenteurs de capitaux, c'est les grandes entreprises. Quand vous êtes dans l'industrie extractive, les bénéfices ne bénéficient pas, pour faire de la redondance à plein de personnes, mais ça bénéficie aux détenteurs de capitaux qui sont restreints. Donc, la problématique de l'inclusivité reste entière en termes même de participation à la création de richesses et le bénéfice, et aussi en termes même de politique sociale d'inclusion. La transformation structurelle, on a dit, le capital humain, le développement équilibré. Abidjan, qui est notre principal ville, reste l'épicentre du développement. Il y a de gros efforts pour essayer de faire un éclatement de ce développement-là, mais ça nécessite beaucoup d'énergie et des investissements importants. Forcément, le contexte de paix, de sécurité, il demeure un élément important. Sans ça, on ne serait même pas là en train de parler d'un quelconque développement. Le financement de l'économie aussi, on a dit, tant pour l'État, sa soutenabilité, et puis pour le secteur privé, même en termes de financement à l'économie. Donc, voici peut-être pour un bilan, l'état des lieux et les défis. Je ne sais pas pour la maîtrise, peut-être avant de passer à quelques éléments du nouveau plan. Déjà, peut-être que je permets au modérateur à ce stade-là de me donner une orientation, si je peux enchaîner en 5 minutes ou si à ce stade déjà, il y a des éléments de discussion. Oui, non, merci déjà pour ce overview. Sultan, je pense que c'est très bon parce que ça nous donne une base commune pour la conversation. Et là, moi, du coup, j'aimerais
ouvrir la conversation aux autres pour d'abord leur demander comment ils ont perçu justement cette émergence ou cette enclenche d'émergence pour la Côte d'Ivoire sur les 10 dernières années. C'était quoi le ressenti du citoyen lambda ou des Libanais lambda ou du professionnel lambda qu'ils étaient? Et je vais aller vers Gilles pour... Gilles, c'était quoi comment tu as ressenti tous ces grands projets de développement et quelle est ta lecture des autres défis éventuellement qu'il faudra aussi aborder? Ok, merci Draman pour la parole. Et avant tout propos, je tiens particulièrement à remercier Emmanuel et l'Institut d'Enkem pour cette belle initiative. Il faut dire que nous avions besoin de ce type d'initiative qui permettent aux jeunes, aux différentes populations de s'exprimer sur ces thématiques. Concernant l'émergence, rapidement, pour ne pas revenir sur la phase définitionnelle, il faut dire, à la différence des autres agrégats économiques, l'émergence, c'est un concept qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas d'indicateur de métrique claire pour capter l'évolution. Donc, de façon théorique, on nous fait savoir que ça a 3 caractéristiques clés et notre première caractéristique, c'est déjà un positionnement entre les pays développés et les pays en développement. Et le second caractéristique qui est important, c'est surtout le changement structurel de l'économie. Et lorsqu'on parle de changement structurel, il faut tout de suite voir, par exemple, des changements sur le niveau de l'éducation, c'est-à-dire déjà des constructions d'infrastructures, l'accès à l'éducation pour les enfants du primaire, pour les lycéens et les collégiens, et l'accès à l'eau potable. Là, en 2020, les derniers chiffres que j'ai vus, nous étions autour de 90% d'accès de la population aux infrastructures hydrauliques. Et ça, c'est, en tout cas pour la sous-région ouest africaine, c'est une statistique louable. Il faut regarder aussi l'accès à l'électricité. Et là, nous avons le programme Électricité pour tous et nous avons pas mal d'initiatives en vue d'accroître l'accès des populations à l'énergie, à l'électricité. Et ça, tous ces éléments-là rentrent dans le point clé, changement structurel de l'économie. Et actuellement, je pense que nous sommes passés de 72% à 97% d'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire en 2020. Et il y a aussi les soins de santé. Les soins de santé, c'est de combler toute la pyramide sanitaire, c'est-à-dire des CHU au centre de santé primaire et au centre de santé de premiers soins. Et il y a aussi la protection sociale. Bon, là, on entend parler des CMU. Ça, c'est un gros sujet. Je ne m'aventure pas d'abord. Et il y a également le sujet de l'emploi. Et sur ces différents sujets-là, qui ramènent au même point, c'est-à-dire le changement structurel de l'économie, il faut dire que de 2011 à 2020, pour nous qui avons été ici, qui avons constaté ces changements-là, il y a eu d'énormes changements au vu des chiffres que j'ai rappelés tout à l'heure. Et l'émergence, c'est plus un concept. Il ne faudrait pas s'attendre. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas en 2011, lorsque j'entendais parler d'émergence, je ne m'attendais pas à ce qu'en 2020, nous soyons comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme le Canada. Mais par contre, on s'attendait quand même à une bonne dynamique et à des changements structurants. Et ça, je pense que c'est le constat qui est fait. Sans mauvaise foi, c'est le constat qui est fait. Et la deuxième caractéristique de l'émergence, c'est la croissance et surtout la croissance soutenue. Et on peut le voir, hein, de 2012 à 2015, notre premier PNB, on tournait autour de 9-10% de croissance soutenue sur 5 années. Ça, il faut le reconnaître, ça, il faut louer ce stade. Ça ne coupe pas le rue des statistiques des différents pays. Ensuite, de 2015 à 2020, le second PND, on était autour de 6% de croissance jusqu'en 2020 avec la crise Covid, où nous avons rechuté autour de 2%. Mais la dynamique globale de 2011 à 2020 était très satisfaisante en termes de croissance. Et cette croissance-là, lorsqu'elle est soutenue comme ça sur toute une décennie,
il faut dire que tout est vraiment mis en place pour, atteindre le... Parce qu'il faut dire l'objectif de la dynamique de croissance de l'émergence, c'est d'atteindre le développement, hein, qui est l'étape ultime. Et ça, je pense qu'au vu des statistiques que je viens de citer, des statistiques que Sultan a présentées tout à l'heure, et tout ce que nous avons vécu ici en Côte d'Ivoire, en termes de construction d'infrastructures, en termes d'investissement massif du privé, du public, je pense clairement que même si on ne peut pas se permettre de pronostiquer facilement une date, nous sommes quand même sur le bon chemin. Et tout ceci laisse penser à quelques points d'amélioration. Et moi, ces différents points-là, je souhaite je souhaite axer mon analyse sur l'éducation. Parce que pour moi, on le disait, la croissance et le niveau supérieur de productivité, ça ne peut que passer par un niveau d'éducation suffisant, satisfaisant. Et à ce sujet-là, je pense que le défi le plus difficile, le plus structurant pour notre gouvernement, c'est de construire des infrastructures au même niveau de croissance que la croissance de la population. Parce que figurez-vous, hein, que de 2011 à 2020, nous sommes passés à autour de 2,5 millions d'élèves, par exemple, au primaire, à un peu plus de 4 millions actuellement, c'est-à-dire 4 millions autour de 2020. Donc, on a doublé quasiment le nombre d'enfants inscrits au primaire. Et ce que ça veut dire réellement, c'est qu'il faut construire 2 fois plus d'écoles, c'est-à-dire il faut dégager un financement suffisant pour ça dans la commande publique. Il faut recruter 2 fois plus d'enseignants, donc doubler la masse salariale au niveau de l'enseignement primaire. Il faut doubler le nombre de corps enseignants, doubler les manuels scolaires. Et tout ça, on imagine un peu ce que ça représente en termes d'investissement dans l'éducation. Et je pense qu'on pourra y revenir, Gilles, quand on fera la revue du plan du PND actuel. Je pense que ça serait intéressant d'avoir ton ressenti justement sur les nouvelles stratégies que le gouvernement entend mettre en place avec le dernier PND. Monsieur, le premier point de la revue, je donnais rapidement l'opportunité à Jean Isidore ou à Djibril. Il a une réaction à chaud à ce que Sultan et Gilles viennent de dire. Eux, ce sont des ingénieurs statisticiens économiques, ils sont très dans les chiffres. Hein. Moi, je suis bien, mais moi, j'aime bien entendre parler de vous qui avez plutôt l'expérience du secteur privé, qui avez passé les 10-20 dernières années à construire, développer ou chercher à financer des boîtes ou aider à contribuer à l'activité économique. C'est quoi votre ressenti du parcours du pays sur les 10 dernières années? Je prends la parole, Jean Isidore. Bien sûr, vas-y. Je te laisse la parole, Jean Isidore. Comme tu es mon aîné, je te laisse la parole. Merci à Djibril, merci Emmanuel, merci à Denkiem, merci aussi à Dramano, aux différents frères, en fait, panélistes, et à tous les participants qu'on ne voit pas mais qui sont connectés. Je voudrais vraiment saluer en fait cette initiative, et je vais être très succinct en fait parce que le temps avance et il y a plusieurs sujets en fait à débattre. De façon très succincte, en fait, je voudrais vraiment saluer cette initiative, ce panel qui se tient aujourd'hui sur en fait, l'émergence en Côte d'Ivoire. Le premier élément en fait, que je voudrais souligner, c'est que le PND en soi, c'est vraiment une très, très bonne initiative. D'accord? Ça a commencé en fait depuis 2011. Il y a eu le premier, de 2011 à 2015, suivi du second, et nous sommes au troisième. J'ai envie de dire en fait, que ça s'inscrit dans une certaine dynamique, en fait, pour ceux qui connaissent un tout petit peu en fait, l'histoire en fait, de la Côte d'Ivoire. À la suite des indépendances, il y avait les plans quinquennaux qui ont été mis en place en fait, jusqu'aux années 80. Et lorsqu'il y a eu en fait, la baisse du cours en fait, des matières premières et l'augmentation en fait, des déficits budgétaires, dans les années 80, on a mis en place en fait, un plan d'ajustement qui était piloté en fait, par le FMI jusqu'en 90. Et en 90, encore de mémoire, en fait, il y a eu aussi en fait, un certain nombre de projets d'initiatives, notamment les chantiers en fait, de l'Afrique. En soi, le PND, ça s'inscrit dans une continuité des réflexions sur comment est-ce
on se développe sur comment est-ce qu'on avance vers, on va dire, un meilleur bien-être social. Je voudrais aussi indiquer en fait qu'on parle de développement, d'accord? Et donc, ce n'est pas seulement en fait de la croissance, parce que le développement, ça englobe en fait beaucoup de choses. Et en ce sens, le PND capte en fait ces différents éléments-là. Si on regarde en fait le premier PND, il y avait des axes en fait sur la sécurité, sur la réconciliation, sur en fait la restauration en fait de l'image de la Côte d'Ivoire, qui sont en soi de très 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 belles initiatives et qui méritent en tout cas d'être saluées. Le deuxième également, il y avait plusieurs axes en fait de développement en fait du capital humain et autres. Donc le troisième PND en cours englobe et reste en fait dans cette continuité en fait des précédents. Je pense pour ma part en fait qu'on était un peu trop ambitieux d'annoncer en fait l'émergence en fait pour 2020. Pourquoi? Parce que on a dépassé en fait 2020 et on n'y est pas encore. En revanche, là où je rejoins un peu ceux qui m'ont précédé, c'est qu'il y a une dynamique. D'accord? Il y a une vraie dynamique qu'on constate, et notamment, il y a Sultan en fait, a montré en fait, tous les différents chiffres, en fait, il les a bien listés, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Une forte croissance en fait, du PNB, du PIB, pardon, jusqu'en 2000, en fait, jusqu'en 2019, qui a été un peu déraillé en 2020 par le Covid, et avec pour impact une augmentation d'ailleurs en fait, de notre taux d'endettement. Et 2021, on a essayé en fait, de redresser la barre avec un taux de croissance un peu plus élevé, je crois autour de 7%. Donc, l'émergence qui a été annoncée en fait, pour 2020, on n'y est pas encore. Et si on veut se comparer en fait, à d'autres pays qu'on considère en fait, comme émergents, et l'un des indicateurs en fait, qu'on met bien souvent en avant, c'est le PIB en fait, par habitant. La Côte d'Ivoire en fait, a un PIB par habitant qui se classe aux alentours en fait, du 160e sur 200 pays. D'accord? On a un PIB par habitant en fait, de 2300 $ à date, si je ne me trompe pas. Le Brésil, ils sont à 8800 $ en fait, par habitant et ils sont classés en fait 103e. La Russie, c'est 14 600, ils sont classés 80e. Donc, le chemin qui reste à parcourir, il est encore loin. Ça, je pense que c'est important en fait, autant il y a un travail qui a été fait, qu'on salue, qui est important et qui a tout le mérite, d'accord? Autant c'est important en fait, d'être réaliste, de dire en fait, qu'on n'y est pas encore et qu'il va falloir redoubler d'efforts, retoucher en fait, les manches pour travailler encore plus. Et il y a deux éléments, pour ne pas monopoliser en fait, la parole, il y a deux éléments en fait, sur lesquels je vais revenir, en fait, c'est le risque en fait, de financement. On aura l'occasion en fait, de rentrer un peu plus en détail en fait, là-dessus. Le risque de financement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un taux d'endettement en fait, qui commence à un risque modéré, d'accord? Donc, moi, en tant que banquier, en fait, je pense que c'est important en fait, d'en parler. Et deuxième élément, en fait, c'est la bonne gouvernance. Alors, Sultan a monté de très, très bons chiffres que je salue, qui sont bien dynamiques. En revanche, on n'a pas beaucoup parlé en fait, de corruption, par exemple, ou de fiscalité. Donc, pour moi, voici, on va dire, en fait, les deux axes qui méritent en fait, d'en parler, notamment le financement et la bonne gouvernance à travers en fait, la corruption et la fiscalité. Voilà. Non, ça marche. Non, merci, Jean Isoré. On aura le temps de revenir sur ces deux dimensions que tu fais bien de citer dès à présent. Donc, Djibril, ta réaction sur le premier sujet, émergence, comment tu l'as ressenti à ton retour en Côte d'Ivoire et sur les 7 dernières années depuis que tu es là? Merci, Draman. Merci à tous et à Denkiem Institute pour l'opportunité qui m'est offerte de donner mon point de vue à ce panel de haute qualité. Donc, bonne question. Effectivement, il y a des choses qui sont indéniables. Moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Le rythme qu'on a eu en termes de croissance sur ces 10 dernières années, c'est indéniable et ce sont des éléments qui sont, je dis, tellement factuels qu'il est difficile de les contester. Voilà, donc on ne peut que reconnaître le travail qui a été fait en termes d'infrastructure, en termes de mise à disposition pour les populations de facilités énergétiques, d'écoles et également d'instituts de santé, voilà, d'hôpitaux et par là. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. On va dire que l'État est un peu dans son rôle en le faisant, parce que tous ces infrastructures, c'est à la charge de l'État de créer ce cadre-là dans le but de créer les conditions pour attirer également aussi des investisseurs, plus d'un
en plus d'un environnement légal et juridique, favorable pour les investisseurs. Et rapidement, je ne vais pas trop monopoliser la parole, rapidement, de mon regard en tant qu'investisseur, on va dire, travaillant dans des structures d'investissement privées qui apportent des capitaux à différents niveaux, soit en dette, soit en fonds pour les entreprises sur différents types de projets. Quand on regarde dans l'histoire de ce pays, et là je viens directement en regardant l'histoire entrepreneuriale même de ce pays, quand on regarde, on voit que le modèle qui a été choisi depuis l'indépendance dans ce pays, parce qu'au départ, il n'y avait pas un tissu entrepreneurial qui était fort, c'est un modèle qui se rapproche de ce qu'on voit dans la littérature de l'État développeur. Comme vous avez vu en Asie, si vous regardez la plupart des grandes entreprises ivoiriennes, ça a été soit créé par des capitaux publics majoritairement ou minoritairement, ou soit par des filiales de grands groupes étrangers. Dans la grande majorité des cas, ça vient de ce type de projet. Donc, l'État, pendant un bon moment, a accompagné l'investissement et on va dire a été le premier entrepreneur de Côte d'Ivoire. Ça s'est un peu calmé au début des années 90 parce que il y a une forme de récession, de crise économique. Et voilà. Et la conséquence de ça, c'est que quand vous regardez en termes d'indicateurs sur le marché boursier, dans tout l'UEMOA, vous avez 45 sociétés, 46 sociétés, 45 sociétés qui sont cotées. Et vous avez 20 sociétés ivoiriennes. Et vous voyez que toutes ces sociétés-là, pratiquement, ce sont des sociétés qui ont été financées par les capitaux publics. C'est-à-dire que c'est l'État qui a été le premier entrepreneur de Côte d'Ivoire, et jusqu'à présent. Voilà. Et en fait, ce qui est inquiétant, c'est que en termes de dynamique, certes, la dynamique de croissance et de développement elle est très importante d'un point de vue de l'infrastructure, mais du point de vue de l'entrepreneuriat local, il y a une amélioration, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est-à-dire que la passation qui s'est faite dans les années 90 et 2000 entre l'État et le secteur privé, elle n'est pas encore de mon ressenti, encore suffisante au niveau de l'appropriation des entrepreneurs locaux à saisir les opportunités qu'il y a dans le pays. Voilà. Et pour moi, c'est l'un des points les plus... je sais qu'il y a une volonté de part et d'autre, mais malheureusement, on n'arrive pas suffisamment. Je pense qu'il y a une amélioration, il y a une dynamique, mais afin qu'on ressente un peu plus les dividendes de la croissance et la dividende même, je dirais, d'une croissance inclusive, parce que moi, je ne connais pas de moteur beaucoup plus significatif et important que l'émergence d'entrepreneurs locaux dans le développement d'un pays. Donc, c'est un point là, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais je pense que s'il y a quelque chose sur lequel il faut appuyer sur le curseur et sur l'accélérateur pour le futur, ce serait sur ces aspects-là. La promotion de l'entrepreneuriat local et l'État a sa part à jouer, mais l'État n'est pas seul à devoir jouer une part. Il y a forcément une appropriation des élites et de tout le monde sur le fait de prendre un peu plus de risques pour saisir les opportunités qui s'offrent localement. C'est ce que je peux dire. Non, merci. Merci, Djibril. Et je pense que c'est une bonne passerelle pour passer au prochain sujet qui est, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, on est au 3e plan national de développement du pays, à tout le moins dans cette nouvelle ère du pays. Et le dernier PND est sorti cette année. Donc, Sultan, est-ce que tu peux nous parler un peu des orientations les plus importantes du PND actuel? Et je regarde un peu la question qu'on commence à recevoir du public. Il y a deux dimensions qui intéressent particulièrement l'auditoire. L'une des dimensions, c'est au sujet de l'industrialisation, parce qu'on a une question, par exemple, qui traite de pourquoi on n'a toujours pas une industrie chocolatière. Donc, ça serait bien si tu abordes un peu la thématique de l'industrialisation dans le nouveau PND. Et l'autre aspect aussi, c'est, Djibril en a parlé un peu, c'est celui de développer de faire profiter de la croissance aux entrepreneurs locaux, on va dire, ou en tout cas de la rendre beaucoup plus distribuée et de la faire porter par beaucoup plus du privé local. Donc, je ne sais pas si tu peux nous faire un petit overview du PND actuel et de ses grandes orientations sur certaines de ces dimensions. OK, absolument. Allez, je me repositionne. Alors, absolument, merci. Déjà, je note la richesse des points. Bon, un jour, 2 jours, même 3 pour parler un peu de tout l'état d'émergence de la Côte d'Ivoire
ce ne serait pas donné, mais je pense qu'il y a des points d'intérêt qui ressortent sur lesquels on pourrait mettre l'accent. Donc, forcément, on voit un peu le tableau des défis qui sont là. On a dit, on a fait le bilan. Il ne s'agit pas d'être du tout complaisant. Certes, on note les points positifs, mais c'est surtout mettre en avant les défis. Et de ces défis-là, on a formulé les stratégies, puisque le plan, c'est de donner réponse un peu aux défis que vous notez. Donc, ceux qui sont visibles ici, plus des éléments qui ont été déjà évoqués, hein, notamment l'industrialisation, notamment aussi la question des acteurs locaux pour bénéficier de la richesse, dans un jargon qu'on appelle les champions locaux. Donc, sur un peu la base de tout ça, le plan actuel, donc, s'appuie sur des orientations. Il y a des documents analytiques de long terme au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a des agendas internationaux, parce que c'est un élément important à prendre en compte. Aujourd'hui, nous sommes dans des économies globales, nous sommes en interaction. On verra tout à l'heure, quand on parle même d'industrialisation, il faut tenir compte de ce qui se fait à côté. Il faut tenir compte de qui a besoin de votre produit où. Donc, il faut se mettre en cohérence avec les agendas internationaux de développement, c'est le cas. Et puis, nos objectifs donc, de développement sur cet horizon-là de 5-10 ans, c'est un peu ça, doubler le PIB. Donc, faire passer la Côte d'Ivoire au rang des pays intermédiaires de tranche supérieure. Voilà les objectifs affirmés de ce plan-là. Le plan s'appuie sur 6 piliers. Donc, vous verrez à travers ces piliers-là, ils abordent de façon quasi exhaustive hein, tous les points d'attention qui ont été mentionnés. Depuis le premier, donc le premier pilier, comme on dit, c'est le plan en fait qui est là. C'est le fil rouge de notre développement. Sur quoi on veut l'appuyer? Sur la transformation structurelle par l'industrialisation. C'est là qu'on estime qu'il y a de l'avantage comparatif naturel, où on peut créer de la valeur ajoutée, où on peut développer, et tout le reste viendra en support, et de ce pilier-là se développera aussi d'autres éléments, notamment au niveau des services. Donc, le premier pilier, c'est ça. Et il fait écho justement au défi qu'on a évoqué, la transformation structurelle, tant au niveau de la structure, plus de secondaire que de primaire, tant au niveau de la productivité, on indique aussi qu'il y a un facteur de niche qu'on a ciblé comme potentielle source donc, de cette industrialisation-là, on verra. Alors, ensuite, le développement du capital humain. Donc, l'ensemble des autres piliers fait écho à chacun des grands défis qu'on a évoqués. Le capital humain qui est clé. Hein. Vous ne pouvez pas parler d'industrialisation. Tout à l'heure, on demandait pourquoi on n'a pas d'industrie chocolatière. Mais globalement, si vous n'avez pas les compétences industrielles, puisque c'est culturel, on n'a pas eu la culture de l'avoir. Donc, vous n'avez pas de compétences. Pour donner rapidement une anecdote sur ça, on croit certains entrepreneurs pas locaux et qui viennent investir ici et qui vous importent quasiment un certain nombre de main-d'œuvre. Je ne dirais même pas d'ingénieurs, mais même des techniciens, puisqu'il y a des métiers précis qu'on n'a pas eu à développer. L'exemple singulier, c'était au niveau des mines, donc la façon de casser les roches pour extraire les mines. Donc, c'est une expertise qu'on n'avait pas. Et le secteur, justement, quand il y avait les échanges, pour l'instant, ils importaient donc la compétence dans ce domaine, pendant qu'on est en train de monter l'école de formation à ça. Donc, vous voyez des exemples aussi pointus. Par contre, vous verrez beaucoup de qualifications en BTS, finance comptable, marketing, bon, alors qu'on n'en a pas besoin. Donc, il y a un gros défi là. Sans capital humain, tout le reste, il n'y aura rien. Sinon, toute la richesse sera évincée naturellement. Le développement du secteur privé, troisième pilier, la croissance d'un pays, c'est le secteur privé. Et ça fait écho à une intervention tout à l'heure, parce qu'on a longtemps grandi dans une mentalité d'État paternaliste qui fait un peu tout, où il n'y a pas d'initiative vraiment de privée, d'entrepreneurial. Le modèle, c'était fini, fonctionnait peut-être, donc c'était une image comme ça dans le subconscient. Du coup, la dynamique privée, l'entreprendre, il n'y a rien au sens local. C'est maintenant qu'il faut vraiment booster ça. Il y a sûrement des niches, mais on y est très faible. L'inclusion sociale, forcément, on l'a beaucoup évoqué. Le développement équilibré, il ne faut pas être concentré au sud d'Abidjan. Il faut trouver les moyens d'éclater le développement en tenant compte des paradigmes de changement climatique. Et puis, le sixième point, donc il y a mon ami tout à l'heure qui évoquait le fait qu'on n'a pas parlé de corruption et autres. Bon, on en est pleinement conscient, hein, forcément.
et c'est un sixième pilier. Donc, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et tout ça. Donc, rapidement, sur ces piliers, je pense que pour les autres, c'est quasi intuitif. Peut-être l'accent va être un peu plus mis sur la question justement d'industrialisation. Peut-être avant de évoquer les points qui sont là. Donc, pourquoi on n'a pas d'industrie chocolatière? Je généraliserai ça même. Pourquoi on n'a pas d'industrie issue plein de matières qu'on continue d'exporter? Donc, il faut remonter peut-être aux facteurs, puisque l'industrie vous donne un produit fini, donc le produit industriel. Quand vous avez un produit industriel en main, derrière, je pense qu'on imagine un peu tous le processus qui amène ce produit-là à vos mains. Il y a déjà l'existence du produit sous une forme brute. Donc, il faut qu'il existe la matière brute. Du cacao peut-être, avant d'avoir une tablette de chocolat raffiné en main. Peut-être des noix brutes de cajou avant d'avoir des produits dérivés de l'industrie d'anacarde. Donc, il faut qu'il y ait cette matière-là, donc qui est la base. Mais ensuite, souvent, on a tendance à peut-être croire que l'abondance de la matière brute donne automatiquement l'avantage. Ce n'est qu'un intrant comme tout autre. Spécifique, certes, puisque c'est l'intrant de base, mais ce n'est qu'un intrant comme tout autre. Donc, les autres intrants, c'est lesquels? Et si vous ne les avez pas, donc vous resterez à la matière brute. Donc, les autres intrants, c'est la technologie, donc le savoir-faire. Pourquoi on passe du cacao au chocolat? Donc, c'est un savoir-faire. On passe des noix de cajou à de l'huile, à d'autres produits raffinés. Donc, c'est un savoir-faire, c'est de l'industrie. Donc, il faut avoir ce savoir-faire-là déjà, avoir l'idée, connaître la valeur dérivée de ces produits-là. Autre élément, ce sont vos facteurs de production, dans lesquels il y a le capital humain, qui est un élément important en termes de formation précise, sur plein d'éléments de chaîne. Aussi, vous avez d'autres facteurs de transport. Il y a la technologie même, donc le matériel, les industries, les unités industrielles. Il y a l'énergie et d'autres facteurs. Du coup, si vous n'avez pas une combinaison optimale de tous ces facteurs-là, vous ne serez jamais compétitif. À la fin, il s'agit d'être compétitif sur un marché sur lequel vous avez plein d'acteurs internationaux. Dès lors que vous avez un désavantage sur un élément de cette chaîne, on a peut-être sûrement la matière brute, le cacao en l'espèce. Est-ce que vous avez comment je dirais ça, l'industrie, le savoir-faire? Est-ce que vous avez les unités industrielles spécifiques? Est-ce que vous avez un écosystème où vous pouvez produire à prix compétitif? Est-ce que vous avez exploré les différents débouchés et vous êtes conformé aux standards de ces débouchés-là, notamment les normes européennes, les normes sur le marché américain, etc. Donc, souvent, la matière brute elle-même, elle finit par représenter une part très marginale de tout le processus industriel qui est dominé par tout le reste. Et comme on est fait sur le reste de cette position, on aura toujours du cacao, mais pas encore du chocolat. Donc, le travail portera sur, justement, qu'est-ce qu'il y a entre votre matière brute, donc le cacao et le chocolat, qu'est-ce qu'il y a entre ces deux éléments-là et sur quoi on doit travailler. Et on a dit le capital humain, les autres facteurs de production et des éléments spécifiques, ce sont les zones industrielles aussi, par exemple, donc, qui sont des zones particulières. Vous voyez un peu à l'écran là, qui est un élément de base, parce que sans zone, sans site industriel, techniquement, c'est compliqué. Des industries ne s'installent pas en ville, en agglomération urbaine. Donc, il y a une organisation spécifique pour ça. Il y a de gros chantiers en la matière. Ceux qui ont un peu la géographie d'Abidjan, peut-être à la sortie nord, PK24, donc il y a le plus grand parc industriel en cours d'installation. Déjà, beaucoup d'unités de cimenterie, de brasserie et autres s'y sont installées, mais il reste encore un grand développement à faire. Donc, voilà. On s'inscrit alors dans le temps long, dans le temps très long sur le temps. Mais je pense que le sujet… C'est un point, oui. Le sujet aussi, c'est qu'il est assez difficile pour un Ivoirien de comprendre pourquoi on n'est pas capable de faire plus avec le café et le cacao. C'est vrai qu'il y a les nuances que tu décris là. Ce n'est pas juste avoir la matière première ou peut-être être capable d'importer l'équipement industriel. Il y a beaucoup de considérations de capital humain ou d'organisation de ces différentes filières agricoles qui ne sont pas assez triviales à considérer de prime abord. Moi, je me dis que c'est une superbe lucane pour peut-être entendre de la part de Djibril finalement, parce que ce que Sultan nous dit, c'est on a le soutien public, on a la vision du gouvernement. Pourquoi
avec, allez, depuis 60 ans, on a une école supérieure d'agriculture, d'agronomie à l'INPHB, on forme des ingénieurs agronomes, on a des lycées agricoles. Pourquoi on n'est pas capable pourquoi le secteur privé n'est pas capable de prendre la balle de la main de l'État et puis de construire, de pousser pour l'industrialisation? Donc, qu'est-ce qui manque en fait dans l'embrayage entre le secteur public et le secteur privé dans la politique de développement du pays? OK, parfait. OK. Je pense que la question m'est posée. Donc, oui, c'est ça. OK. Très bien. Merci, Draman, pour cette question-là. Je partage l'essentiel des points de Sultan, sauf où une phrase où il a dit en termes d'entrepreneuriat, pour l'instant, il n'y a rien là, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de bons entrepreneurs en Côte d'Ivoire, ivoiriens, de culture ivoirienne, peut-être qui se sont formés à l'international, qui sont revenus, ou pas du tout même. Mais là où on est d'accord, c'est que pour l'instant, ce n'est pas suffisant, clairement. Il n'y a pas suffisamment de dynamique entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai eu la chance dans mon expérience professionnelle de pouvoir travailler dans le capital investissement sur des PME françaises. Quand j'ai des PME françaises avec des tickets d'investissement de 500 000 euros, et exactement la même chose en Côte d'Ivoire. Et je dis, pour trouver des dossiers d'investissement intéressants, il faut se battre en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais eu ce problème en France. Voilà. Il faut se battre en Côte d'Ivoire, c'est très compliqué de trouver des très bons dossiers. Il y a une amélioration, c'est clair, mais pour l'instant, ce n'est pas encore suffisant en termes d'environnement entrepreneurial. En fait, je vais revenir aussi sur un point qui a été partagé depuis le départ et par Sultan là récemment, c'est que malheureusement, en fait, on a un biais, c'est qu'on pense que dans la croissance, dans la répartition des richesses, la valeur la plus importante, c'est la matière première. Non, c'est clairement pas le cas. C'est clairement pas le cas. C'est important, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus décisif. Et dans les discussions que moi j'ai avec certains amis, je serais prêt, pour parler de façon extrême, je serais prêt à échanger toutes les matières premières qu'on a, pétrole, cacao encore, ce n'est pas totalement une matière première, contre, on va dire, en griffe, des ressources humaines beaucoup plus compétentes et beaucoup plus qualifiées. Parce que typiquement, ce qui fait le développement, à mon avis, privé, c'est la richesse des hommes, clairement. Et malheureusement, il y a des hommes qui sont effectivement très bons en Côte d'Ivoire, mais en termes de technicité et d'entrepreneuriat et de prise de risque, il y a une bonne dynamique, mais comme je le répète, ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir assurer une bonne passation entre ce que l'État a fait dans le passé et ce qu'il faut faire maintenant en termes de dynamique du secteur privé. Donc, je pense que principalement, ce qui manque d'un premier point, c'est un niveau qualitatif des ressources humaines sur tous les aspects. Et quand je dis des ressources humaines, ce n'est pas uniquement en termes de formation, parce que je pense que les écoles qu'on a faites, ce sont des très bonnes écoles. Voilà. Ce sont des très bonnes écoles, les gens étaient très bien qualifiés et de là, ils sont partis, ils ont eu des postes de responsabilité dans des environnements internationaux où leur apport a été qualifié. Mais simplement, il y a autre chose, en plus d'être très bien formé, c'est la culture qu'on a vis-à-vis de la prise de risque. Ça, c'est quelque chose que, à titre personnel, moi, j'ai appris à l'étranger. Je n'aurais jamais pensé un jour me lancer dans l'entrepreneuriat ou un jour me lancer dans une activité en rapport avec celle-ci. Mais en termes de prise de risque, on n'a pas encore suffisamment cette culture-là de prendre des risques pour pouvoir exploiter les opportunités qui sont locales. Et c'est où le problème du Bril? C'est l'État, c'est culturel. Et comment on le résout alors? Et ce qui est bien, c'est que comme c'est un problème culturel, ça s'apprend. Okay. Ça s'apprend. Tout ce qui est culturel, c'est ce qui est acquis. Ce n'est pas inné. Donc, ça s'apprend. Ça va prendre un peu plus de temps, mais à un moment donné, j'espère que ça viendra. Et ça s'apprend en regardant des exemples qu'on a autour de nous. Parce qu'on copie des exemples, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile pour une jeune fille qui va voir une entrepreneur de sa région d'origine réussir à braver tout le plafond de verre et créer une PME qui devient une grande société plus tard
et qui va embaucher des dizaines de milliers de personnes, ça devient un exemple pour elle qu'elle va copier. Donc, en termes d'incitation, si vous voulez, malheureusement, dès le départ, on n'a pas eu suffisamment d'exemples locaux d'entrepreneurs qui peuvent constituer des modèles et qu'on va recopier. C'est maintenant que ça naît suffisamment. Parce que, comme je l'ai dit historiquement, en Côte d'Ivoire, l'entrepreneuriat, c'était l'État ou les filiales multinationales des entreprises étrangères. Voilà. Regardez le paysage bancaire, regardez voilà. La plupart des grandes banques, beaucoup de grandes banques ivoiriennes, les plus anciennes, ont été créées à partir de capitaux publics et un consortium entre les capitaux publics et les multinationales internationales. Voilà. C'est récemment que les Ivoiriens commencent à s'intéresser au domaine bancaire. Et ça va pratiquement pour presque beaucoup de secteurs d'activité. Non, non, c'est tous les secteurs d'activité. Et j'ai donné cet indicateur. Il y a 45 sociétés en Côte d'Ivoire. Cotées dans l'UOMOA, pardon, excusez-moi, il y a plus d'une vingtaine qui sont cotées, qui sont ivoiriennes. Et ces 20 sociétés cotées pratiquement ont été cotées grâce au capital public de l'État. C'est l'État qui a investi dans ces sociétés, qui a contribué à les développer et qui les a cotées en bourse. Sinon, on n'aurait pas eu ce marché boursier qui est certes petit, mais dont on est quand même assez fier. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un biais culturel qui est fort. Il y a une tendance qui est en train de changer, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut que ça aille beaucoup plus vite en termes d'entrepreneuriat local et de prise de risque. Donc, comme je disais, comme c'est culturel, ça peut changer. Et donc, voilà, il faut que ce soit au niveau de l'État, des associations publiques et même des entrepreneurs aussi. Moi, j'aime bien quand les entrepreneurs font des conférences, les entrepreneurs locaux font des conférences, ils vont dans des écoles, dans des universités, parce que ça suscite des vocations. Voilà. Bien sûr. Non, merci, Djibril. Je pense que c'est assez clair. Et du coup, on a beaucoup parlé de capital humain, de la valeur de la formation, des ressources bien formées. Donc, je vais repartir rapidement vers Gilles qui abordait un peu ces questions-là. Et moi, Gilles, je veux vraiment que tu réalises un point que Sultan il a mentionné, c'est on a beaucoup de BTS en finance, mais on n'a pas forcément beaucoup de BTS dans les spécialités techniques. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas d'industrialisation ici. Tout ce qu'on fait en matière de formation orientée vers l'industrie des services. Donc, quelle est ta réaction sur notre capacité à former des ressources humaines de qualité pour soutenir, supporter notre ambition de développement, Gilles? Merci, Draman, pour cette question sur l'éducation. Et vraiment, si tu le permets, j'aimerais bien intervenir 30 secondes, 1 minute au plus sur le sujet du cacao, parce que j'ai eu l'opportunité d'évaluer la réforme du cacao avec le ministère de l'Agriculture. Et juste après, je reviendrai de façon globale sur le sujet même de l'éducation et de l'adéquation formation-emploi, si tu le permets. Oui, vas-y. Très rapidement, sur la question du cacao, ce que j'aimerais souligner, c'est que déjà, nous avons la fausse croyance de penser qu'une transformation totale du cacao pourrait résoudre nos problèmes. Ce n'est pas si évident, parce que, je le dis parce que lorsqu'on prend le secteur, par exemple, de l'huile, du palmier, où on transforme quasiment 99% en Côte d'Ivoire, les producteurs de palmiers en Côte d'Ivoire sont vraiment les plus mal lotis en termes de prix poche. Et ce secteur ne fait pas rêver. Hein. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense ça tout de suite. Et sur le cacao principalement, les études que nous avons effectuées dans ce secteur-là, dans les études passées, c'est le vrai problème, ce n'est pas vraiment la transformation, parce que peut-être on ne le sait pas assez, hein, mais actuellement, nous transformons 34% du cacao ivoirien en premier niveau de transformation. Ça, c'est une statistique qui n'est pas beaucoup divulguée. Et le vrai problème actuellement du cacao en Côte d'Ivoire, c'est les débouchés. C'est les débouchés parce que combien d'Ivoiriens mangent du chocolat? Voilà, à part une petite classe émergente ou une petite élite. Et donc, les industriels, ils s'installent géographiquement en fonction des débouchés des marchés. Hein. Et donc, si nous arrivons à travailler culturellement sur ce problème de consommation du chocolat, il n'y a aucune raison pour que les chocolatiers à l'international décident de s'installer en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Donc, c'est ça le problème le facteur le plus important sur le sujet du cacao. Et pour ne pas trop m'attarder, je vis rapidement sur l'éducation. Donc, je disais qu'au niveau de l'éducation, nous avons plusieurs sujets, plusieurs défis. Et parmi ces défis-là, l'un des défis les plus importants
au vu de l'évaluation il y a un programme PAGDS qui est en cours au niveau de l'éducation et de plusieurs secteurs. Au vu de l'évaluation à laquelle j'ai participé, l'un des principaux problèmes de l'éducation, c'est la qualité de la formation, la qualité et la valeur des évaluations. Je le dis parce que lorsqu'on regarde simplement les statistiques d'admission au CP, au BPC, au bac, on pourrait facilement se tromper, hein, parce que regardons en 2014, on avait les meilleurs taux. On avait plus de 87% d'admission au bac, plus de 60% d'admission au BPC, comparé à 2022 où on a à peine 40% d'admission au bac. On pourrait croire qu'en 2014, les élèves étaient excellents, ils travaillaient suffisamment, mais cette analyse-là, il y a un biais, et c'est ce biais qu'il faut extirper. Le biais, c'est que l'éducation, à la différence des autres secteurs, c'est le seul secteur où on ne recommande pas vraiment de mettre en compétition les directeurs régionaux, de mettre en compétition les responsables, c'est-à-dire plus on met en compétition les responsables, plus on met en compétition les directeurs régionaux de l'éducation. La tendance qui a été constatée, et ça a été cité par certains enseignants, c'est qu'il y a une facilité à donner de bonnes notes, une facilité à travailler, à obtenir les meilleurs taux pour chaque classe. Et le risque de cette pratique-là, c'est qu'on se retrouve à avoir de bons taux au niveau régional, au niveau africain. La Côte d'Ivoire a eu peut-être 90% au bac. C'est bien beau, mais la réalité, c'est que la qualité et la valeur de l'évaluation reste faible et décroît constamment. Et c'est sur ce point-là qu'il faut travailler. Et le second point, qui est un défi majeur aussi de l'éducation en Côte d'Ivoire, c'est l'éternel problème de l'adéquation entre la formation et l'emploi. On forme beaucoup de BTS et autres. Et le ministre de l'Éducation le disait récemment, je n'ai pas envie de répéter ce qu'il disait, mais il faisait comprendre que pour les enjeux et les défis auxquels nous sommes exposés, peut-être qu'il ne serait pas très intéressant de former, par exemple, je n'ai pas envie de citer la filière à l'université, mais il faut mettre l'accent plutôt sur des filières qui sont demandées sur le marché. Donc, il faut renforcer la coopération entre le secteur privé, c'est-à-dire le mot m'échappe, mais il faut renforcer le patronat, on va dire. Voilà, disons, c'est le mot que je cherchais parfaitement. Il faut renforcer la collaboration entre le patronat et le système éducatif dans la définition même des cycles de formation. Oui. Mais il y a aussi peut-être un autre aspect de marketing social, parce que finalement, il y a combien de nos jeunes frères et jeunes sœurs qui veulent faire BTS en construction et urbanisme versus tous les exemples de succès qu'ils connaissent, c'est des gens qui sont dans l'industrie des services, ça a bien marché pour eux. Donc, je pense qu'il y a l'aspect marketing social de qu'est-ce qu'on présente comme modèle de société, comme modèle de réussite et modèle de contribution à la société qui n'est pas négligé dans les choix de carrière. Je pense que ça, c'est pas anodin. Mais point très bien pris, je donnais la chance à Jean Isidore d'intervenir et il avait commencé à parler des sujets de bonne gouvernance. Et moi, j'aimerais bien avoir son retour sur ça. Comment on analyse la question de la corruption, de la bonne gouvernance, eu égard aux ambitions du pays avec son nouveau PND? Merci, Draman. Rapidement, avant de basculer en fait, sur la question en fait, de bonne gouvernance, je voudrais revenir assez rapidement sur en fait, le financement en fait, des PME. Je suis d'accord en fait, sur les enjeux, ou on va dire toutes les problématiques en fait, liées aux PME, et notamment toute la dimension culturelle, c'est-à-dire l'incitation à la prise de risque qui n'est pas suffisamment en fait, ancrée en fait, dans notre culture, ça je l'entends bien. En revanche, je voudrais souligner aussi en fait, qu'il faut donner l'opportunité aux PME qui existent de participer à la vie active, c'est-à-dire en fait, de participer à toutes les appels d'offres. Je lisais récemment en fait, le en fait, pour 2022 et il est prévu, par exemple, dans ce document, qu'il y a un quota en fait, de 30% en fait, du budget qui est destiné aux PME, c'est-à-dire en fait, les PME, dans les appels d'offres, on va allouer 30% aux PME pour qu'elles puissent participer en fait, à ces appels d'offres-là. Est-ce que ce quota-là est suivi? Est-ce qu'on encourage suffisamment en fait, les PME à y participer? Et est-ce que ces PME en fait, sont
au final, en fait, ces marchés sont au final attribués en fait, à ces PME. Si on attribue 30%, je pense qu'à terme, j'ai envie de dire même à court terme, ben, on aura tout de même une forte croissance en fait, du secteur en fait, des PME. Pourquoi? Parce que là, quand tu prends par exemple le PNB, on parle d'un financement de 59 000 milliards. Voilà, 59 000 milliards en fait, pour financer le PND 2021-2025. Ben, si on arrive en fait, à attribuer une petite partie, ne serait-ce qu'aux PME, des PME en fait, qui vont se développer et qui vont devenir en fait, nos champions nationaux. Bien évidemment, avec tout l'accompagnement en fait, qui est prévu en fait, dans le cadre en fait, de ce PND. Donc, c'est vraiment ce que je voulais souligner en complément en fait, de tout ce qui a été dit. Mais ça aussi, c'est une question de gouvernance d'une certaine en fait, manière. Parce que ça veut dire qu'on ne suit pas forcément le niveau d'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, ça, c'est ça le point. Donc, c'est des conditions scientifiques, les objectifs, notamment de financement des PME. Il faut s'assurer que ces études sont bien appliquées. Donc, il y a une question aussi en fait, d'exécution des différentes métriques en fait, qu'on se fixe. 30%, on parle de un tiers, c'est énorme. Et il y a des PME quand même en Côte d'Ivoire. En fait, il y a plusieurs associations. Je n'ai pas les chiffres exacts. Ils représentent un tissu assez très important. En Europe, c'est, je crois, 90% en fait, des entreprises. En Côte d'Ivoire, en fait, je n'ai pas les chiffres. Donc, il y a des PME en fait, qui existent en Côte d'Ivoire. Et donc, si on leur donne l'opportunité en fait, de participer aux différents marchés, on aura à terme un vrai développement en fait, de ces PME. Pour revenir en fait, sur la question en fait, la gouvernance, je parlais en fait, tout à l'heure, et notamment en fait, de la corruption. Dans le PND, il est prévu en 2025 on va dire d'améliorer notre indice en fait, de corruption. Je crois l'IPC, en fait, qui est un indice en fait, phare utilisé. Aujourd'hui, nous sommes à 36, ce qui nous place à peu près, je crois, 105e sur un groupe de 190. Donc, nous sommes un tout petit peu bas dans ce classement-là. Et on envisage de passer à 41. Et même à 41, ça nous met toujours en dessous de la moyenne qui est de 43. Je rappelle en fait ces différents éléments pour dire en fait, nous, la sommes en dessous de la moyenne de l'indice de corruption mondial. Et donc, il y a une forte marge en fait, de progrès en fait, à réaliser. Juste pour donner en fait, quelques indicateurs. Selon certaines études, en fait, notamment le FMI, la Banque mondiale, 25% il y a une perte en fait, de 25% en fait, du PNB qui rentre en fait, dans la corruption. Si on prend en fait, la Côte d'Ivoire avec un PNB en fait, de, je crois, 40 000 milliards, 25%, donc un quart, ça nous donne à peu près 10 000 milliards. Si l'État arrive à capter, en fait, ne serait-ce que cette part qui lui échappe, on aura tous les moyens, en fait, ça va améliorer notre capacité de financement de nos plans en fait, de développement. Donc, pour ma part, en fait, la corruption, qui est bien réelle, et au regard en fait, des différents indicateurs en fait, que j'ai cités, notamment l'IPC, en fait, qui est assez utilisé, il y a une vraie marge de progrès à faire pour améliorer la perception en fait, de la corruption en fait, dans nos services publics. Et on doit s'y mettre, et je pense que ça doit même faire partie des axes prioritaires en termes de développement. Au final, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte bien que en fait, toute la question en fait, de gouvernance, ça tourne autour en fait, du capital humain, ça tourne autour en fait, des hommes. Comment je m'assure en fait, que j'adore, on va dire, l'intégrité, comment je m'assure en fait, que j'améliore en fait, la discipline en fait, de ma population, en fait, donc de mon service public, en fait, de la population pour aller vers ce développement. Le développement, c'est un tout. C'est à la fois du quantitatif, d'accord, donc tous les indicateurs de croissance, et c'est aussi en fait du qualitatif, des hommes intègres, des hommes en fait disciplinés, des hommes qui contribuent, qui sont suffisamment responsables et qui travaillent pour aller de l'avant. Merci Jean-Isidore. Et c'est très important, les questions de perception, et c'est connecté au prochain sujet qu'on va aborder, celui du financement, et surtout sur les marchés des capitaux. Le financement, c'est une question de crédibilité, de notation financière, et aussi de comment la communauté financière perçoit le pays. Donc, les questions de gouvernance sont absolument cruciales sur ce sujet. Et vu que tu as la parole, je peux te laisser embrayer sur ça un peu. Et dans le financement des projets de développement, il a été donné d'entendre beaucoup de rebonds et de soutenabilité de la dette. Donc,
on est assez intéressé de savoir ta perspective sur ça. C'est comment de ton côté tu perçois la stratégie de financement actuelle du gouvernement et puis la stratégie, on va dire, d'endettement et qu'est-ce que ça implique pour nous, pour les prochaines générations? Merci, merci Draman. Juste en fait, parce que je pense que c'est la question en fait, de la soutenabilité, en fait, ça revient assez souvent, tout le monde en parle, notamment sur les réseaux, même si parfois je pense que c'est un faux procès dans certains cas, parce que les chiffres en fait, qui remontent bien souvent ne sont pas suffisamment précis. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, en termes d'endettement, en 2022, on a un taux d'endettement fait public qui représente à peu près 51% fait de notre PIB. La dette publique, donc le total, d'accord, c'est-à-dire la dette qu'on a contractée à la fois avec sur le marché régional, donc interne, intérieur et extérieur, avec avec enfin, on va dire des investisseurs en fait, multilatéraux, bilatéraux et autres, s'élève, je pense que Sultan pourra confirmer, au moins à 20 000 milliards pour un PIB en fait, qui est autour en fait, de 39 000 et donc on est légèrement à 51. Le ratio critique que bien souvent les gens mettent en avant, c'est 75%. On n'en est pas encore. En revanche, là où ça coince, c'est notre capacité dans les années à venir à gérer en fait le service de la dette, c'est-à-dire à rembourser à la fois le capital dont ce qu'on a emprunté et les intérêts qui vont avec. D'autant plus que notre déficit en fait budgétaire, c'est-à-dire en fait notre capacité à collecter en fait des impôts, notre capacité en tout cas à collecter en fait donc le déficit budgétaire, c'est on va dire toutes mes ressources dont je dispose et les emplois, la façon dont je l'utilise. Donc, je trouve que chaque année, on a des écarts entre les ressources dont je dispose et les emplois, c'est-à-dire tous les financements en fait, auxquels participe l'État. Donc, il y a un gap, donc il y a un déficit en fait, qui a augmenté, le Covid en fait, qui explique une partie. Mais aujourd'hui, en fait, nous sommes aux alentours en fait, de 5%, c'est-à-dire en fait, l'État n'arrive pas à couvrir, en fait, ses emplois et donc va prendre encore en fait, la dette pour pouvoir tenir en fait, ses engagements. Si on regarde, lorsqu'on regarde en fait le PNB, il y a à peu près 24% qui doivent être financés par l'État. Et ces 24% en fait, sont évalués à hauteur d'environ 15 000 milliards. Ce qu'on ne dit pas, c'est que dans les faits, ce n'est pas 15 000 milliards, mais c'est plutôt 21 000 milliards. Pourquoi? Parce que dans l'année, on a notre déficit budgétaire en fait, que j'ai mentionné tout à l'heure, en fait, il y a un déficit budgétaire puisqu'on n'arrive pas à combler nos engagements dans l'année. Et donc, au final, au lieu en fait, d'aller chercher 15 000 milliards, mais ce ne sera pas 15, mais ce sera plutôt 21. Et donc, selon en fait, les rapports récents en fait, du FMI et de la Banque mondiale, ils disent qu'il y a un risque modéré d'endettement. Et donc, je considère en fait qu'il y a un sujet en fait, là-dessus. Il faudrait en fait que l'État, en tout cas, l'État en fait, a tous les moyens nécessaires et il travaille notamment pour l'amélioration de la collecte d'un certain nombre de recettes et notamment la fiscalité, c'est-à-dire il faudrait que l'État arrive à collecter un peu plus les impôts, élargir un peu plus l'assiette, par exemple, ou augmenter légèrement sans non plus en fait étouffer en fait le tissu industriel pour améliorer en fait les recettes pour pouvoir en fait tenir en fait nos engagements. Donc il y a un travail en fait à faire à ce niveau et notamment la collecte en fait de la fiscalité est l'une des solutions en fait, sur laquelle en fait on peut travailler. C'est la première fois que j'entends un banquier parler d'augmentation des impôts, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je déconne un peu, mais c'est très, très, très bonne contribution, Jean-Isidore. Et là, moi, je vais passer à Sultan pour... donc, Sultan, PND, on parle de milliers de milliards. La question de l'endettement, elle est cruciale. Donc, comment on pense au financement de ces différents projets? Est-ce que tu peux nous parler un peu du financement public, mais aussi faire une ouverture sur tout ce qui est PPP, les nouveaux mécanismes de financement innovants sur lesquels tu travailles très souvent? D'accord. Alors, merci. Donc, très rapidement, je pense qu'avec les échanges, beaucoup d'aspects ont déjà été abordés. Donc ça, pour parachever un peu
les éléments qui fondent le plan. On a parlé d'industrialisation, donc ce n'est pas dans tous les domaines, dans tous les secteurs. À l'écran, on voit sept grands domaines sur lesquels donc, les études relèvent qu'il y a un potentiel avéré d'industrialisation: l'agro-industrie, la chimie, plasturgie, les matériaux de construction, la pharmacie, l'industrie textile, les emballages et puis l'industrie mécanique. Et avec un certain nombre de niches support, l'économie numérique, aujourd'hui, c'est un vaste chantier créateur d'opportunités, la digitalisation, le tourisme, les loisirs, les industries créatives. Donc, voici un peu les ressources sur lesquelles donc, on croit fortement que l'industrialisation peut se mener. Donc, ça, je passe rapidement et c'est un cadre un peu de potentiel agricole régionalisé. Donc, l'idée, c'est de créer autour de ces potentiels agricoles-là des pôles de transformation qui vont à la fois cibler la qualité de la productivité, la formation, le renforcement déjà de capacités des acteurs paysans et puis aussi l'installation d'unités primaires de transformation. Donc, c'est un modèle qui est en expérimentation en termes d'agriculture et d'agro-industrie. Ça, c'est spécifiquement pour le cajou. Voilà. Donc, rapidement, en termes d'opportunités, on a dit, hein, les zones industrielles à créer pour justement densifier l'investissement, l'industrialisation d'un certain nombre de filières. Dans l'agro-industrie, il y a des filières ciblées, le café, cacao, naturellement, l'anacarde, le riz, l'EVA, la mangue, etc. Zone industrielle, on a parlé. Le développement de l'énergie aussi, d'importants chantiers en termes d'infrastructures de production énergétique sont en cours ou sont à venir. Voilà peut-être un élément qui fait un clin d'œil au choix d'un certain nombre de filières de l'agro-industrie. On voit là le potentiel, donc les rangs sont très beaux. Le niveau de production, on le voit à l'extrême droite, ce qui indique des marges, donc des marges importantes, mais entre la matière et puis la transformation. Donc cette marge-là, il s'agira de résoudre le capital humain, le savoir-faire, etc., etc. Voilà, en matière de, je passe rapidement ces points-là. C'est sûr. Mais et surtout, comment on finance tout ça et quel est le rôle des PPP dans le financement des PND ou du gouvernement de ses ambitions de façon générale? Et donc, en termes de financement, je pense que c'est donc on va parler du financement public. Le privé, c'est l'investissement privé. Il faut créer le cadre et puis susciter l'appétit du privé. Sur le public, donc c'est clair, hein, je pense que tout à l'heure, Isidore en parlait, les 15 000 milliards, bon, 21 000 milliards, si on prend globalement le financement de l'État, donc qui inclut en plus de l'investissement les autres besoins, donc effectivement, on a ce chiffre-là, les 15 000, c'est plus pour l'investissement. Donc, il y a le financement propre. Le financement propre, c'est les mobilisations de ressources, donc de recettes. Il faut renforcer la collecte, pas augmenter la taxe forcément, augmenter peut-être l'assiette fiscale, c'est un jargon qu'on utilise beaucoup. Il faut pouvoir vraiment cibler les contribuables, puisqu'il y a beaucoup d'informels, les gens ne sont pas identifiés. Donc, c'est un gros point. Il faut beaucoup de digitalisation pour éviter justement les fuites, la corruption, puisque justement, par rapport à la corruption, l'un des points, il y a des processus qui se résolvent d'eux-mêmes hein, quand vous digitalisez, donc il y a des pratiques qui meurent d'elles-mêmes. Et en termes de collecte des ressources, c'est ce point-là. Donc, vraiment, réduire l'informel, digitaliser, sensibiliser, puisqu'il faut beaucoup expliquer aux gens qu'il faut payer l'impôt. Et puis, surtout, montrer aussi le bon exemple. Parce que quand vous êtes pouvoir public, on regarde votre comportement pour l'appliquer. Je pense que ceux qui ont suivi récemment, il y a eu un certain nombre d'événements sur les guichets automobiles, etc., etc. Donc, voici un premier point donc, qui est la ressource propre. Et plus il y a de la croissance, mécaniquement, on s'attendrait à plus de ressources propres si les dispositions de collecte de la fiscalité sont au point. Alors, ça ne suffit pas forcément. Donc, il y a le recours extérieur par la dette. Je pense que je ne reviens pas sur la dette publique. Les chiffres qui ont été évoqués sont ceux-là, ils sont corrects. Donc, on s'endette sur les marchés de capitaux auprès de partenaires institutionnels. Sur la dette, peut-être un élément à préciser, il y a un certain nombre de dispositifs de surveillance, tant au plan national, interne, qu'auprès même du FMI et des autres partenaires. Dispositif qui contient donc les indicateurs qu'on connaît, l'indicateur même global de la dette,
les indicateurs de solvabilité et de viabilité. Et puis aussi, donc, il y a un mécanisme de surveillance, ce qu'on appelle le plafond d'endettement. Donc, il y a un niveau de dette contractualisable par année qui est défini au-delà duquel on ne part pas. Donc, à ce stade-là, la dette est sur surveillance. Donc, tout le défi, c'est son utilisation. Pour créer la bonne utilisation, on devrait créer la bonne richesse qui devrait générer la bonne ressource par la collecte fiscale. Et puis, tout ce mécanisme-là se tiendrait. Donc, forcément, si à un moment donné, il y a un déraillement dans la machine, bon, naturellement, c'est le risque essaie d'y modérer, mais il y a tout de même un risque. S'il y a des chocs exogènes aussi, donc on n'est pas exemple de risque. Mais en l'état actuel, du point de vue de la gestion, le niveau peut sembler important, 50%, mais en termes de surveillance, les éléments sont sous contrôle. Pour finir sur l'investissement, donc les sources de financement, la participation du secteur privé au financement de l'investissement public est de plus en plus agitée, surtout à travers des PPP. Donc, le PPP, c'est un privé qui vient réaliser un investissement public par nature. La route, c'est un investissement public. L'école, peut-être le barrage hydroélectrique, c'est un investissement public. Donc, quand le privé vient, il faut trouver le bon équilibre entre l'intérêt du privé et puis l'utilité publique qui a la fin. Donc, tous les secteurs ne se prêtent pas donc, à cet équilibre-là. Vous avez les PPP beaucoup dans les secteurs dits marchands, l'énergie, les transports, essentiellement, qui ont concentré 80% des PPP. Donc, tout le défi, c'est de trouver le bon équilibre financier qui est très délicat, puisque dans l'équilibre financier, le privé exige des garanties, souhaite des garanties de l'État public. Or, justement, le PPP, c'est d'alléger la charge financière à un moment donné sur l'État pour réussir la réalisation de l'ouvrage. C'est de trouver la tarification qui est sociale, mais en même temps qui permet au modèle économique de se soutenir. Donc, souvent, c'est plusieurs mois, même années, de discussions juridiques, financières, techniques, pour trouver le bon équilibre. Donc, il y a eu des PPP qui ont pu effectivement être mis en place. Je pense que l'un des exemples les plus emblématiques, puisqu'on le pratique au quotidien, ceux qui sont dans le paysage, c'est le 3e pont dans la ville d'Abidjan. Donc, il y a un exemple de PPP qui a fini par marcher avec un tarif qui est gérable. Et puis, il y a des alternatives. Donc, à ne pas prendre le pont. D'autres exemples sur la gestion des ordures, sur l'énergie aussi, ont été mis en place. Donc, je n'ai pas de chiffres précis de volume, mais sur les 5 années, en termes de volume d'investissement PPP, il n'en existait même pas. Il y avait des PPP avant, mais plus de délégations de services publics. En termes je pense que la boutade qui vient, c'est bien tout ça, mais quelle est la contribution des acteurs locaux dans la structure des PPP et tout ça? Et ça me permet peut-être de repartir rapidement vers Djibril pour parler on a beaucoup parlé du secteur privé, on a beaucoup parlé du financement de l'économie. Donc, c'est quoi le ressenti de ton côté, Djibril? Et surtout, comment on fait pour que des acteurs privés locaux contribuent beaucoup plus à l'émergence du pays? C'est une très bonne question, Raman. À laquelle je vais essayer de répondre la façon 2-3 minutes. La façon la plus claire sans ambiguïté. Il faut partir d'un constat que la majeure partie des acteurs privés locaux sont à ce stade à un niveau de petite entreprise, soit TPE, soit TPME. Voilà, il y a toute une culture pour les décréter. Donc, forcément, si on veut les faire participer, la question, c'est de dire comment on arrive à transformer ces PME en entreprises de taille intermédiaire et après en grande entreprise. Et donc, c'est les deux côtés. Le côté de l'État, c'est de mettre de plus en plus d'incitation pour faciliter une part significative de ces acteurs dans la commande publique. Ça, c'est un point. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Dans la commande publique, donc ça, c'est un point. Il y a déjà des initiatives, mais il faut que ça aille un peu plus loin. Et un peu plus loin, on a des exemples qui sont passés dans le passé aux États-Unis, comme le Small Business Act. Il y a d'autres exemples qu'on peut retrouver en Tunisie, par exemple, et dans d'autres pays de la sous-région. Voilà. Et il y a aussi la question de faciliter aussi et de créer un environnement financier favorable au financement
pas seulement en dette, parce qu'il y a déjà des banques et des microfinances, voilà, mais un environnement financier en fonds propres, en equity, pour accompagner ces acteurs vers un peu plus de croissance et un peu plus de développement. Et comment on fait ça, Djibril? Comment on augmente le crédit à l'économie? Il est de 20 quelques %, comme Sultan l'a montré, contre 150% pour certains pays d'Asie. Et l'accès au private equity pour les PME est assez, c'est beaucoup plus limité. Donc, comment on change la donne? Je n'ai pas compris la fin de ta... C'est beaucoup plus restreint, c'est beaucoup plus limité même que l'accès au financement bancaire. Donc, comment on fait pour changer la donne du financement de l'économie locale? En fait, c'est beaucoup plus limité, mais en fait, l'avantage d'un private equity, enfin, je ne parle pas du private equity forcément tel que tout le monde le perçoit, c'est-à-dire de gros acteurs qui viennent mettre des tickets significatifs. Ça existe déjà suffisamment en Côte d'Ivoire et qui accompagnent beaucoup d'entreprises qui sont déjà grandes. Mais je parle d'un chaînon manquant pour un type de PME qui a besoin à la fois d'argent et beaucoup d'accompagnement. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont jouer un peu le rôle à mi-chemin entre le private equity et le business angel pour leur permettre de franchir ces paliers-là. Parce que nous, dans le travail quotidien qu'on fait, apporter de l'argent simplement à des PME, ça ne suffit pas. Il faut beaucoup d'accompagnement opérationnel. Oui. Et on est très impliqué là-dessus. Voilà. Et on a de bons exemples où, dans une région, ça a modifié significativement le paysage à l'échelle d'une ville, où tu as 800 000 producteurs qui ont pu bénéficier d'un accroissement significatif de leur richesse. Donc, ce type de modèle, pour l'instant, on est les seuls à le faire, pratiquement. Ça doit être répété un peu plus. Donc, ça peut être par des institutions publiques ou parapubliques, soit par un financement direct ou un financement indirect pour aller dans ce type d'accompagnement. Mais toujours est-il qu'à la fin de la journée aussi également, du point de vue des acteurs du système public et des PME, il faut résoudre le problème qui est moi, le plus central, c'est le problème de la qualité des ressources humaines. Pour moi, c'est le facteur le plus décisif. Okay. Commencer, à mon avis, à enseigner l'entrepreneuriat au collège. Mettre des coups de... Moi, j'ai la chance d'avoir un fils qui est très grand, qui a fini le lycée, qui est en classe préparatoire. Mais je veux dire, jusqu'en première terminale, il était dans un lycée d'excellence où il faisait de l'art plastique, du dessin, de la musique. Sachant qu'il est dans une filière scientifique et qu'il n'a pas appris un cours de code en informatique. Moi, je lui ai fait faire ça parce que j'ai suffisamment je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus important. J'ai payé des cours privés. J'ai payé des cours privés pour ça. Ça doit s'inscrire dans un parcours public. Voilà. Après, si l'enfant a envie de faire de l'art, il n'y a aucun problème. Mais naturellement, je pense que quand on est dans des classes scientifiques, on a beaucoup plus de volonté à apprendre du code informatique, de la programmation, de la technologie, de l'ingénierie, des systèmes d'ingénierie, de la robotique, même en introduction, que de faire de l'art et du dessin. C'est sûr, il y a beaucoup à faire sur l'adéquation, formation et la réforme du contenu de l'enseignement, c'est sûr. Et on a beaucoup parlé de croissance, de développement de PND, on n'a pas forcément fait beaucoup le lien avec tout ce qui est développement humain. Donc, il nous reste à peine 4 minutes pour ce panel. Je vais aller vers Gilles pour la dernière question, et elle sera sur l'indicateur de développement humain, parce qu'on se rend compte qu'en matière de développement humain, la Côte d'Ivoire, en dépit de tout ce qu'on a fait comme progrès économique, on est encore à la traîne comparé à la plupart de nos voisins, malheureusement. Donc, quels sont peut-être les angles qu'on peut explorer rapidement sur le côté IDH et pour avoir une croissance plus inclusive et améliorer les indicateurs sociaux de développement, Gilles? Merci, Draman. Donc, très rapidement, ce qu'il faut dire, c'est que la croissance économique, c'est bien beau, mais la grande différence entre les pays en développement et même les pays émergents, comparé aux pays développés, c'est les problèmes d'inégalité. Et c'est ce qui permet même aux pays occidentaux de taxer régulièrement la Chine et d'autres pays émergents. Et sur ce point-là, la Côte d'Ivoire, on peut l'entendre un peu partout dans les rues. Le PIB, c'est beau, mais on ne mange pas le PIB, on n'a rien. Et l'IDH, qui est le principal indicateur statistique pour mesurer les inégalités, lorsqu'on regarde en Côte d'Ivoire,
de 2010 à 2019, il y a eu beaucoup de croissance, mais l'indice de développement humain n'a pas beaucoup évolué. Et ça, c'est la triste réalité. C'est qu'en 2010, nous étions autour de 0,472 sur une échelle de 0 à 1, 1 étant le meilleur score. Et en 2019, on a progressé d'à peine 0,1 point, c'est-à-dire nous sommes là maintenant à 0,538. Et donc, ce qui signifie que sur les sous-dimensions de cette ITH-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ces sous-dimensions, c'est notamment la santé, l'espérance de vie qui n'a pas beaucoup évolué. Nous traînons encore autour de 57 ans d'espérance de vie à la naissance en Côte d'Ivoire. La deuxième sous-dimension, l'éducation, le taux d'alphabétisation, ça reste largement faible. Là, nous sommes encore dessous de 50% d'après les statistiques récentes. Et le dernier sous-indicateur, c'est-à-dire le PIB par habitant, nous étions autour de 1700 USD en 2017. En 2020, nous sommes à peine à 2200 USD par habitant. Et ce qui est largement faible aussi comparé aux pays émergents qui sont parfois autour de 7000, 8000 USD par habitant. Et donc, lorsqu'on regarde ces différentes sous-dimensions-là, il faut comprendre que l'inégalité persiste en Côte d'Ivoire malgré les efforts macroéconomiques et il faut travailler à résoudre tout ça et notamment la couche de population la plus vulnérable, c'est-à-dire les producteurs, en vulgarisant des politiques de DRD dans le cacao, des politiques de respect du prix aux producteurs et d'autres politiques du même type. Question de redistribuer une partie de la richesse à cette couche de population. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais m'arrêter sur ce point. Non, merci beaucoup, Gilles. Merci à Djibril, Sultan, Jean Isidore pour toutes vos contributions. Merci à l'équipe de DenKem. Je pense qu'on a beaucoup appris, mais surtout, on s'est rendu compte de toutes les nuances qu'il y a derrière certaines des idées faciles qu'il est capable de projeter dans le domaine, dans le débat public. Il y a beaucoup de nuances et il y a aussi de l'espace pour avoir ce genre de conversation qu'on vient d'avoir. Beaucoup d'éducation, beaucoup de room pour challenger ce que le gouvernement veut faire, mais surtout ce que nous, en tant qu'Ivoiriens, quel est l'angle, quelle est l'orientation qu'on voudrait bien que notre pays puisse prendre pour le futur. Et je pense que ça augure bien de toutes les autres conversations qui vont se passer dans le cadre de DenKem Conference. Donc, merci à tous pour vos contributions et à très bientôt pour la suite de ce qu'on va faire avec le DenKem Institute. Merci. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci. Au plaisir. Ciao, ciao. Ouais. Merci.